vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les uns des radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons longuement des maires. Plusieurs actualités. La loi sur le statut de l'élu qui arrive en commission aujourd'hui au Sénat. Le Sénat qui d'ailleurs va faire des propositions aujourd'hui pour renforcer la protection des maires. Et puis nous allons vous parler d'un sondage exclusif OpinionWay pour Public Sénat et l'INCAS, c'est l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. On va en parler, mais d'abord c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et vous le savez, cette semaine, nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques pour parler d'immigration. Et pour ce deuxième épisode, nous allons parler du droit d'asile. Emmanuel Macron a déclaré hier devant le Conseil de l'Europe qu'il fallait le réformer pour éviter son contournement. Sandra Cerquera et Cécile Sixou ont rencontré une famille déboutée du droit d'asile qui vit dans le Pays Basque. Elles ont voulu comprendre comment ça se passe quand on demande le droit d'asile en France. Regardez. Nous sommes au Pays Basque, près de Bayonne. Dans cette maison derrière moi, une famille algérienne avec 4 enfants est accueillie depuis 1 mois et demi par une habitante. Après une demande d'asile refusée, ils ont fait un recours et ont reçu une obligation de quitter le territoire, mais ont choisi de rester ici. Je vous propose d'aller rencontrer Yaya, le père de famille. Son témoignage est anonyme car il est en situation irrégulière. On vous a refusé votre demande d'asile. C'est quoi aujourd'hui le plus dur pour vous? Je me sens pas bien parce que je reste ici caché. J'ai 4 enfants, je cherche toujours une solution pour travailler, pour aider ma famille. C'est pas pour moi. À moi, c'est fini pour moi. Maintenant, j'ai des 4 enfants, ils sont tout petits. Je cherche pour eux, l'avenir pour eux, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, concrètement, comment vous êtes aidé? Pour le moment, j'ai un aide médicale, c'est tout, pas plus. J'ai un aide médicale et des gens qui me aident, toutes les associations. J'ai dans les associations qui me aident, ils ont donné une maison, ils m'ont amené ici de nourriture pour les enfants. Est-ce que vous avez peur qu'on vous renvoie un jour en Algérie? Ça, j'ai peur de ça. Comme cette famille algérienne que nous venons de quitter, ils sont 122 000 en France à avoir fait une demande d'asile en 2018. 36% seulement ont été accordés, ce qui veut dire que plus de 6 personnes sur 10 vivent aujourd'hui sans papier et dans la clandestinité. Nous sommes devant le centre d'accueil de Bayonne avec Hélène Ducard. Bonjour Hélène Ducard, vous êtes membre de la CIMAD du Pays Basque. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand un migrant fait une demande d'asile? Donc premièrement, on lui demande s'il a bien été victime de persécution dans son pays, puisque c'est quand même la condition pour demander l'asile. Si oui, on va leur demander s'ils ont posé des empreintes dans un autre pays d'Europe avant d'arriver ici. Et auquel cas, s'ils ont déjà posé leur empreinte dans un autre pays, ce sera compliqué. S'il n'est pas dubliné, il va poser sa demande, il va écrire son récit de vie avec le maximum de détails. Si elle est refusée, effectivement, ils seront débouté. S'il est débouté, il n'a plus aucun droit en France. Il recevra une obligation à quitter le territoire français qui sera exécutoire si jamais il est contrôlé par la police. Ils quittent vraiment le territoire à ce moment-là, les migrants qui viennent ici? Ils vont rester en France, ils vont venir voir les associations pour que nous les aidions à vivre cachés. Puisque la seule manière aujourd'hui de régulariser quelqu'un qui a été débouté, c'est qu'il attende 5 ans sur le territoire et qu'au bout de 5 ans, s'il a travaillé alors qu'il n'a pas le droit de travailler, ou que les enfants étaient à l'école, on peut demander à l'État français à ce qu'ils soient régularisés et qu'ils aient une carte vie privée, vie familiale. Le gouvernement souhaite durcir la politique du droit d'asile. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, les associations? L'État français souhaite reconduire
encore plus de personnes dans leur pays, ce qui veut dire que les gens qui se cachent ici vont être obligés de se cacher encore beaucoup plus. Pour réformer le droit d'asile, le gouvernement pourrait revoir à la baisse l'allocation des réfugiés, une aide actuellement de 6,80 € par jour. Les associations déjà submergées craignent que cela ne soit une charge supplémentaire pour elles. Voilà pour ce reportage de Cécile Sixou et Sandra Cerquera dans le Pays Basque. Dernier épisode, ce sera demain à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs, bienvenue dans ce club. On vient de le voir dans ce reportage, il était question du droit d'asile. Thierry Dupont, hier, Emmanuel Macron était devant le Conseil de l'Europe et le président de la République, il a dit qu'il fallait réformer ce droit d'asile pour éviter son contournement. Est-ce que cette réforme du droit d'asile, elle va forcément être sur la table ? Oui, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est un des accès de crispation dans le domaine de l'immigration. Le reportage parlait de 122 000 demandeurs d'asile, demandes d'asile déposées chaque année. Il faut savoir qu'il y en a 33 000 qui obtiennent un titre de séjour. Il en reste donc 90 000 qui sont déboutés du droit d'asile et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas reconduits à la frontière et ne repartent pas chez eux. Donc ces gens restent chez nous. C'est ainsi qu'on a vu notamment énormément de filières de Géorgiens et d'Albanais prospérer dans notre pays. Et donc il est légitime qu'Emmanuel Macron s'empare du dossier. Récemment, dans un dossier de l'Express, quelqu'un nous expliquait qu'en fait, les Géorgiens et les Albanais viennent ici parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront jamais reconduits chez eux. Donc voilà, ils s'installent. Et alors le pire, c'est que finalement, on les laisse vivre dans une semi-clandestinité pendant des années. Et puis au bout d'un moment, on leur donne des papiers. Donc tout ça pour ça, il faut vraiment faire quelque chose. Xavier Brivet, il y a un débat sur la politique migratoire qui aura lieu au Parlement la semaine prochaine. Est-ce que les élus, et particulièrement les maires, ils sont en première ligne sur ce dossier ? Oui, alors les maires sont en première ligne car ils les accueillent, ils essaient de leur trouver un logement, un emploi, l'éducation pour leurs enfants, l'apprentissage de la langue française. Un certain nombre d'aides sociales. Ils ne peuvent pas les laisser dans un état de misère. Donc ils sont en première ligne. Ils travaillent avec une délégation interministérielle qui s'occupe de l'accueil, alors à la fois des migrants en général, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et cette délégation a passé une dizaine de contrats territoriaux d'accueil avec les principales métropoles françaises. Ce sont des contrats quasiment sur mesure en fonction des besoins et des populations accueillies par les communes. Ce sont des contrats triennaux. Les métropoles bénéficieront de 300 000 €, une aide de l'État par métropole, donc pour les accueillir. Donc oui, ils sont en première ligne et parfois pour certains, dans certaines communes comme à Grande-Synthe, gérer aussi des camps. Eh bien, on continuera à parler. Thierry, un mot ? Oui, non, mais c'est vrai que le maire se retrouve après à faire face à ses administrés qui lui disent « mais je ne comprends pas, moi j'ai des tentes en bas sous mes fenêtres, qu'est-ce que vous faites pour résorber ce problème ?» Et c'est finalement pas la responsabilité du maire. On continuera à parler de ce sujet et demain pour la suite de nos reportages et la semaine prochaine, puisque je le disais, un débat sur la politique migratoire aura lieu au Parlement. On va passer au thème principal de ce club, les maires. Plusieurs actualités sur ce sujet aujourd'hui, on va y revenir. À commencer par la première, ce sondage exclusif OpinionWay pour Public Sénat et l'UNCAS. Avant de le voir, un mot avec vous, Benoît Calmels. Bonjour. Vous représentez l'UNCAS sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ce n'est pas très clair pour tout le monde, ce qu'est l'UNCAS ? Alors c'est l'Union nationale des CCAS, fondée en 1926. On est la deuxième plus ancienne association d'élus en France et on représente les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Alors, peut-être préciser ce qu'est un CCAS ou un CIAS, peut-être certains le savent déjà, mais c'est un établissement public autonome, présidé forcément par le maire, d'où ce sondage avec Public Sénat. Et puis, il est chargé de porter toute la politique d'action sociale au niveau communal ou au niveau intercommunal, avec une spécificité qui est un conseil d'administration qui est composé pour moitié d'élus du conseil municipal et pour une moitié de personnes issues de la société civile, principalement des associations. Eh bien voilà, ça c'est dit. On va donc voir ce sondage. Quelle perception les Français ont de leur maire ? C'est le thème de ce sondage. Avant d'en parler avec vous, messieurs, Samia Dechir nous en dévoile les principaux enseignements. Il reste les élus dont les citoyens se sentent les plus proches. D'après un sondage réalisé fin septembre, près de 80% des personnes interrogées considèrent que les maires sont ceux qui comprennent le mieux leurs préoccupations au quotidien. Ils sont suivis de très loin par les conseillers départementaux, cités par 5% des sondés. Les sénateurs figurent quant à eux tout en bas du tableau. Attachés à leur maire, les Français considèrent qu'ils ne sont pas assez respectés.
66% des sondés sont d'accord avec cette affirmation. Parmi les 1000 personnes interrogées, la plupart jugent positivement le bilan de leur maire. 64% considèrent que c'est un bon bilan, quand 33% le jugent mauvais. Ils sont plus partagés en revanche sur une éventuelle réélection. La moitié des sondés se dit prête à voter pour son maire s'il se représente. 45% préfèrent donner leur voix à un autre candidat. Benoît Calmels, on va parler de ce sondage avec vous. D'abord, finalement, ce sondage, il est assez positif pour les maires. Le maire reste, pour les Français, l'élu qui comprend le mieux leurs préoccupations. Alors il est positif et puis d'un autre côté il n'étonne pas beaucoup. Ça rejoint d'ailleurs la première vague de ce sondage qu'on avait fait en juin avec Public Sénat. Et quelque part, on s'aperçoit avec cette grande différence entre le maire et l'ensemble des autres élus. Et puis une autre question qu'il y a derrière justement sur comment on perçoit l'action des élus au niveau local et au niveau national, on s'aperçoit que c'est l'élu préféré des Français. Peut-être parce que justement il sait, et c'est une autre des questions, que c'est le gestionnaire, c'est celui qui gère la vie quotidienne des Français et qui est capable de répondre. C'est comme ça que les Français voient leur maire. C'est pas un leader d'opinion, pour eux c'est un gestionnaire. Non, ils font bien une différence. C'est-à-dire qu'au niveau national, ça peut être le leader d'opinion, quelqu'un qui a une vision prospective et qui s'occupe de sujets qui ne sont pas sur le territoire, mais quelque part le maire, c'est quelqu'un qui répond. On l'a entendu pendant la crise des Gilets jaunes, moi je l'ai entendu dans des débats. Les Français souhaitent vivre quelque part peinards sur leur territoire, et le maire est celui qui leur permet de vivre leur vie quotidienne sur leur territoire. Thierry Dupont, Xavier Brivet, c'est pas une surprise finalement ce sondage de tout temps. Le maire a été l'élu préféré des Français. Oui, avec le président de la République. Oui, avec le président de la République. Mais qui est quand même un peu décroché quand on voit le classement. Oui, le maire, c'est effectivement l'élu de proximité. C'est l'élu, comme dit le président du Sénat, à portée d'engueulade aussi, ou à portée de baffe de ses administrés. C'est celui qui gère les déchets, l'eau, la cantine scolaire, l'ensemble de l'administration d'une commune. C'est donc avant tout un gestionnaire et effectivement un gestionnaire qui bénéficie d'une bonne cote de popularité et qui est bien noté par les Français. On le voit, 64% sont plutôt satisfaits du mandat 2014-2020 et une bonne partie des Français souhaitent que leur maire se représente. Alors il y a quand même une certaine ambivalence parce que le bilan est positif. En face, les maires disent très bien, ils s'en satisfont, mais nous, notre mandat est de plus en plus complexe, de plus en plus chronophage. Nous ne disposons pas d'un statut de l'élu et de conditions d'exercice de mandats locaux au niveau de l'investissement que cette fonction ou cette mission, ce mandat nécessite. Donc le gouvernement entend ça, car le paradoxe, c'est que si les Français sont très satisfaits de leurs élus, 1 sur 2, à peu près aujourd'hui, hésite encore à se représenter en 2020. Donc est-ce que ça va être en 2020 un rendez-vous raté entre des maires populaires, des Français qui les attendent ? On ne sait pas. En tout cas, le gouvernement en a conscience. Et dans le projet de loi engagement et proximité, qui est en discussion au Sénat bientôt, il a prévu des mesures. On va revenir, Thierry. Oui, ce qui m'a frappé dans le sondage, c'est que pour, je ne sais plus, 2 tiers des personnes interrogées, le maire, il accomplit une mission. C'est-à-dire, grosso modo, c'est quelqu'un qui est l'un des leurs, mais qui se dévoue pour la communauté. Qui n'est pas un métier pour les Français. Qui n'est pas un métier, mission, alors pas un que... Voilà, exactement. Lorsqu'on les interroge sur les élus nationaux, là, tout de suite, vous avez un tiers, 34% à peu près, qui disent, voilà, eux, ils en ont fait un métier de la politique. Et donc, c'est toute la différence des perceptions entre le niveau local et le niveau national. Benoît Calmels, sur ce sujet. Je ne peux qu'aller dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une critique vis-à-vis de l'élu national, mais ils ont compris, les Français, que l'élu national va s'occuper de choses qui ne les concernent pas dans leur vie quotidienne. Alors que le maire, et ça rejoint un peu ce qui s'est passé cet été, toute cette actualité qu'il y a eu triste d'un côté, mais tout ce qui est ressorti au niveau des médias. Mais en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que le Français est attaché au maire parce que c'est celui qui, s'il n'est à portée d'engueulade, en tout cas, c'est celui qui va gérer leur quotidien. Pour nous, maire, président de CCAS, c'est celui qui va gérer toute l'action sociale. Vous parliez de cette actualité triste de cet été, les incivilités, voire les agressions dont sont victimes les maires se multiplient. On va tout de suite prendre la direction de Saint-Étienne, recueillir le témoignage d'un maire qui s'est fait agresser il y a quelques jours. Bonjour Christophe Basile, vous êtes maire sans étiquette de Montbrison. Merci d'être avec nous. On précise que vous êtes chez nos partenaires de TL7. Christophe Basile, dimanche, vous avez été victime d'une agression. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? C'était un dimanche assez classique pour un maire. J'allais saluer les organisateurs du Kiwanis, de la brocante traditionnelle à Montbrison, et je devais récupérer ma voiture pour aller donner un coup d'envoi pour un match de foot entre Montbrison et Feurs.
Pour récupérer la voiture, je passe au jardin d'Allard et là, il y avait des troubles à l'ordre public, des gens qui hurlaient, qui s'insultaient, qui faisaient peur aux passants, qui devaient faire un détour parce qu'ils ne voulaient pas passer au moment où les gens s'insultaient comme ça. Donc quand je suis arrivé par hasard, je leur ai demandé de se calmer, tout simplement, d'arrêter d'hurler, de se comporter convenablement et éventuellement de rentrer chez eux s'ils n'étaient pas en état, puisqu'ils avaient l'air d'avoir un peu bu. À ce moment-là, la jeune femme s'est précipitée vers moi, nez à nez, me pousse du doigt, m'insulte copieusement, je ne peux pas dire ce qu'elle m'a dit à l'antenne, mais il y en avait tout un florilège, et insiste, elle est très menaçante. Et bien évidemment qu'elle savait que j'étais maire, je m'étais présenté. Son mari, qui était à côté, un peu aussi ivre, lui précise que c'est le maire, qu'il faut qu'elle arrête. Et à ce moment-là, elle dit, mais j'en ai rien à foutre que ce soit le maire. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a littéralement craché dessus, sur la poitrine, sur les lunettes. Donc c'est clairement le maire qui était visé. C'est clairement le maire, c'est clairement votre fonction de maire qui était visée. Oui, tout à fait, oui. La jeune femme dont vous parliez, elle a été... Oui, elle a été interpellée, elle sera jugée aujourd'hui en comparution immédiate. Est-ce que vous souhaitez une peine exemplaire ? Non, je ne suis pas dans la démarche d'une peine exemplaire. La justice doit faire son travail. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse dire aux concitoyens, on peut vous tendre la main. Vous êtes dans la difficulté, on peut vous aider. Et tous les jours, le maire joue ce rôle de pouvoir vous aider. Je crois que c'est très important. Il y a des gens qui sont alcooliques, il y a des gens qui sont dans la cocaïne, qui sont dans la drogue, il y a des gens qui ont eu des accidents de la vie. On doit pouvoir les aider. Mais il y a des limites. Il y a des limites, on ne doit pas attaquer la fonction d'un maire. Parce que si un maire ne peut plus rétablir ces petites incivilités ou ces incivilités plus importantes, qui va le faire ? Mais on a bien compris que vous laissez faire la justice, mais est-ce que pour vous, les sanctions prévues en cas d'agression d'élus, elles sont assez sévères ? Écoutez, je vous le dirai peut-être cet après-midi, puisqu'elle comparait à 1h30, mais il me semble qu'il y a eu un certain nombre de sanctions récemment où il y a eu de la prison ferme qui a été prononcée au travers des différents délits que j'ai vus. Voilà, je crois que l'enfermement, c'est finalement ce qu'il y a de pire pour une personne. C'est ce qu'il y a de pire. Et ça ne résoudra pas tous les problèmes. J'imagine que la personne qui m'a agressé a d'autres difficultés. C'est une personne qui a 34 ans. Elle ne va pas être en prison à vie. Donc il y a bien d'autres solutions à trouver pour ces personnes-là. Mais quoi qu'il en soit, le juge doit prendre une décision et à chacun son métier. Christophe Bazile, est-ce que ce qu'il s'est passé dimanche, cette agression dont vous avez été victime, est-ce que c'est de nature à vous décourager ? Non, je ne le pense pas. Je ne vous cache pas que sur le moment, on n'a pas peur. On est dans la fonction et on pense faire ce qu'il faut au moment où il faut. C'est après, avec le recul, quand on rentre à la maison, qu'on peut se dire que ça aurait pu être plus grave. Donc me décourager, non. Peut-être même me renforcer, j'allais dire. Parce que, vous savez, le samedi matin, il y a le marché à Montbrison. Et pour aller de mon cabinet vétérinaire, parce que j'exerce encore un métier, pour aller jusqu'à la mairie, je passe dans le marché. C'est vraiment à ce moment-là où les gens viennent vous voir et vous parlent des problèmes qu'ils ont et qu'il faut résoudre. Eh bien, je crois que non, ça ne va pas me décourager, je ne pense pas. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment Christophe Bazile d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes maire sans étiquette de Montbrison, c'est dans la Loire. Et merci également à nos partenaires de TL7 qui ont permis la réalisation de ce duplex. Merci Christophe Bazile. Xavier Brivet, on a entendu ce témoignage fort de ce maire agressé dimanche. Des agressions qui malheureusement se multiplient. Oui, elles se multiplient. Le ministère de l'Intérieur en a recensé entre 600 et 700 sur l'année passée. Alors c'est tout le paradoxe. On a vu que les Français apprécient leur maire, mais une fraction de la population ne respecte pas l'autorité du maire, ne tolère pas l'application d'arrêtés de police municipale, quel que soit le domaine dans lequel il s'applique. Il y a une forme comme ça va au-delà de l'incivilité, de violence. On ne respecte plus le maire qui incarne pourtant la République, la démocratie locale. Donc le Sénat a lancé une enquête tout au long de l'été jusqu'à la mi-septembre pour recenser auprès des élus le type d'incivilité et de violence et leur gravité. Et ça prête, juste en dire un mot, je vous laisse finir, sauf si vous avez les chiffres, allez-y. Non, j'ai pas les chiffres, mais va proposer un plan d'action justement pour résoudre ce problème. Ce matin, Philippe Bas effectivement a fait une conférence de presse. 3812 maires ont répondu sur les plus de 35 000 maires. 100% disent avoir été victimes d'incivilité. 100% des gens qui ont répondu. Voilà. Alors on imagine
peut-être que c'est prioritairement ceux qui ont été victimes d'incivilités qui ont répondu. Mais en tout cas, ce sont les premiers chiffres de cette consultation dont vous parlez. Oui, et quelle est la réponse face à ça? L'État ne peut pas empêcher les gens de commettre des incivilités ou des violences. Alors l'État, toujours dans le projet de loi engagement proximité, prévoit de prendre en charge les frais de justice des élus concernés par ce type de violence ou d'incivilité. Et il prévoit de donner plus de pouvoir encore aux maires pour l'application de leurs arrêtés de police. Encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel ils s'appliquent. On ne sait pas ce que le Sénat va proposer, on va voir. On va juste parler, Xavier, avec Quentin dans quelques secondes de ce projet de loi Lecornu, mais d'abord sur les incivilités, vous en parlez, vous, dans le sondage Benoît Calmels, 66% des Français estiment que les maires ne sont pas suffisamment respectés. Alors c'est justement, ça peut paraître étonnant d'avoir à la fois un très grand nombre de Français qui estiment que le maire n'est pas assez respecté, et d'un autre côté, une augmentation et l'incivilité. Après, il faudrait, je pense, ne pas se tromper de débat et se dire que des lois, des nouvelles mesures, des nouvelles peines, à la rigueur, oui, d'accord, mais il faut peut-être traiter déjà le problème à la base. La société actuellement devient de plus en plus violente en tant que telle, et qu'il y a certainement des causes à cela. C'est d'ailleurs ce qu'on débattra au cours de notre congrès qui démarre à partir de demain à Amiens, justement sur cette question de comment le mieux vivre ensemble en société dans la cité. Un mot, Thierry, avant de passer à Quentin. Non, mais c'est en fait l'augmentation des incivilités, elle est quand même le fait d'une petite minorité de la population. Donc voilà, c'est pas contradictoire le fait qu'il y ait 66% des Français qui disent que les maires sont pas assez respectés, et en même temps cette montée des incivilités. Allez, on va parler avec vous de ce projet de loi Lecornu, Quentin, le projet de loi engagement et proximité qui est examiné en commission à partir d'aujourd'hui. Voilà, puisque face à toutes ces incivilités, il y a effectivement dans le projet de loi un titre qui est justement entièrement consacré à ce problème. C'est le titre 2. Regardez, il vise à renforcer les prérogatives du maire avec, je cite, de nouveaux outils afin de maintenir la tranquillité publique. L'article du projet de loi en question introduit la possibilité pour le maire d'infliger des amendes aux contrevenants de certains arrêtés pris au titre des pouvoirs de police du maire. Donc le texte vise donc à améliorer la sécurité des maires, mais plus généralement, il vise à répondre à la crise de vocation de ces maires. Pour beaucoup de sénateurs, le travail de Sébastien Lecornu dans ce projet de loi, ça a été de reprendre des propositions sur la crise des vocations des élus locaux qui avaient été faites par les sénateurs depuis de nombreuses années. Regardez par exemple, dans le projet de loi, il y a ce volet sur la conciliation entre la vie personnelle et le mandat de maire. Et donc pour réussir cette conciliation, le texte va aider à renforcer les formations ou encore aider à pérenniser les revenus du maire. Car on l'explique, l'âge moyen d'un maire en France, c'est 62 ans. Il est difficile pour un élu local de mener à la fois une vie active et de gagner suffisamment avec simplement son indemnité de maire. Donc le projet de loi va effectivement renforcer ces revenus pour les petites communes notamment. Juste un dernier mot pour signaler que dès février 2018, les sénateurs avaient envoyé un premier questionnaire à 17 000 maires qui avaient pointé 5 priorités. On va les voir. La protection juridique et le statut pénal, c'était arrivé en première place à 19%. La conciliation avec une activité professionnelle, c'était à 18%. Ou encore le régime indemnitaire, la formation, la protection sociale. Les sénateurs vont donc dire au gouvernement, ça fait plusieurs années qu'on vous parle de ces problèmes qui sont aujourd'hui adressés par le projet de loi Lecornu. Voilà, un projet de loi Lecornu dense, vous en parliez, Xavier Brivet. Est-ce que pour vous, il est suffisant pour répondre à ce malaise des maires ? À ce stade, il comporte des mesures, d'après les associations nationales d'élus locaux, plutôt satisfaisantes, mais incomplètes. Mais sur le statut de l'élu et sur les conditions d'exercice du mandat, on est au cœur d'un sujet qui n'est toujours pas réglé. Est-ce que nous restons dans une organisation de bénévolat républicain, c'est-à-dire que des hommes et des femmes s'engagent pour une indemnité vraiment peu élevée, au quotidien, 7 jours sur 7, jour et nuit, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi? Ou est-ce que le mandat de maire se professionnalise, devient un métier au regard de la complexité du mandat? Aujourd'hui, le maire, ce n'est pas simplement un visionnaire, ça va être aussi un technicien de tout, un financier, peut-être un ingénieur aussi. Bref, donc sommes-nous encore dans le bénévolat républicain ou allons-nous vers la création d'un métier de maire? Alors, le projet de loi Lecornu, lui, arrive un peu entre les deux. C'est une médiane. On renforce un peu le statut de l'élu, mais on ne règle pas tous les problèmes de disponibilité pour autant des maires.
Rapidement, Thierry. Non, mais on a vu que c'était tout l'enjeu. Dans le sondage, on voit que les gens sont attachés à leur maire parce que justement, ils n'ont pas l'impression que c'est un professionnel, ils n'ont pas l'impression qu'il en a fait un métier et qu'il en profite d'une certaine façon. C'est tout le contraire pour les élus nationaux, enfin en tout cas, on l'a vu. Et donc du coup, si on professionnalise, eh ben, on risque de perdre cet attachement à la fonction, encore plus cet attachement à la fonction de maire. Mais je crois qu'une partie des Français n'ont pas conscience encore de ce qu'est l'investissement et l'engagement d'un élu local. Il ne s'agit pas de présider une association sportive où il y a peut-être une assemblée générale et puis plusieurs points dans l'année. C'est tout le temps, c'est une exposition permanente, c'est répondre à la multitude de demandes des administrés, le maire de Montbrison le rappelait, c'est aussi s'exposer aux incivilités, mais parfois aussi à la satisfaction. C'est un véritable engagement. Et c'est une responsabilité immense, parce que vous devez prendre des décisions sur des sujets qui affectent la vie quotidienne de tout le monde. On va terminer cette page sur les maires, sur les communes, sous un angle peut-être un petit peu plus positif grâce à nos partenaires de TVRN. On va se rendre en Bretagne. Pour éviter la disparition de leur commerce, les propriétaires d'un bureau de tabac, ils ont décidé de diversifier leur offre en vendant notamment de la nourriture, des accessoires de téléphonie et bientôt, il sera même possible de payer ses impôts et d'acheter son billet de train dans le bureau de tabac. Regardez ce reportage de nos partenaires de TVRN. Propriétaires du bar du centre de Val d'Anast depuis 3 ans, Franck et Rosalie ont décidé il y a quelques mois d'élargir leur offre aux clients. À la place du rayon presse qui monopolisait les 3/4 de l'espace, on trouve désormais de la nourriture, des boissons et même de la téléphonie. L'objectif, diversifier leurs produits pour éviter un jour de mettre la clé sous la porte. On s'est dit qu'il y a 2 solutions. Soit on reste en l'état, et d'ici quelques années, je pense qu'on aurait des gros soucis financiers et commerciaux. Donc on s'est dit autant essayer de se transformer, de proposer autre chose. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse créer un nouveau trafic dans nos établissements, mais aussi permettre aux gens qui ne sont pas forcément véhiculés de pouvoir centraliser toutes leurs démarches administratives, leurs paiements au même endroit. Pour modifier leur commerce, les 2 propriétaires ont bénéficié d'une subvention de l'État, l'aide à la transformation. Dès janvier 2020, ils pourront ainsi vendre des billets de train, mais pas seulement. Ils vont pouvoir venir à nous pour payer leurs impôts sans avoir à le mettre à la poste par le biais d'un chèque ou alors sans avoir les difficultés de déplacement. Les 2 propriétaires espèrent ainsi apporter davantage de services de proximité dans cette commune nouvelle qui compte un peu plus de 3000 habitants, alors que 500 bureaux de tabac ferment leurs portes chaque année en France. Un mot, Benoît Calmette, sur le reportage. Alors juste un mot, c'est pour dire, très intéressant comme initiative, mais d'un autre côté, je pense que, et les maires le souhaitent aussi dans l'exercice de leur fonction, on parlait de la loi, du projet de loi tout à l'heure, mais quelque part, si on reprenait une petite phrase rugbystique, ça serait bien de replacer les services publics au centre du village, et je pense que ça aiderait largement, plutôt que de se dire maintenant les bars ou les épiceries vont faire à peu près tout. Rapidement, Xavier Bray. Oui, le gouvernement a présenté un plan en faveur de la ruralité, il y a une dizaine de jours, qui comporte un certain nombre de mesures, et actuellement, il y a aussi tout un déploiement des maisons de services au public, des maisons France Service. Alors, les élus locaux sont assez satisfaits, mais se pose quand même la question centrale du financement de ces nouvelles maisons, qui ne vont pas tout régler, de toute façon. Et s'appuyer sur certains commerces pour remplir des fonctions de service public, c'est bien, mais les élus veulent avant tout un vrai renforcement de l'armature des services au public, et notamment dans la dimension inclusion numérique et accompagnement des Français. Allez, on va passer à un autre sujet, la réforme des retraites. Comme tous les jours, nous allons dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Toulouse, chez nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. L'événement à la Dépêche, finalement, c'est demain, ce débat qui aura lieu à Rodez avec Emmanuel Macron et 500 de vos lecteurs. Il devait avoir lieu la semaine dernière. Il a été reporté pour cause d'obsèques de Jacques Chirac. Mais il aura bien lieu demain. Emmanuel Macron sera là à Rodez. C'est ça, c'est notre fil rouge de l'actualité cette semaine. Nous allons y revenir très largement dans notre édition de demain. En effet, Emmanuel Macron va lancer le grand débat sur la réforme des retraites à Rodez, dans l'Aveyron. Rendez-vous qui était initialement prévu la semaine dernière, qui a été reporté pour les raisons que vous avez évoquées. Il nous a été reconfirmé ce week-end que ce débat donc avait lieu avec une semaine de décalage. C'est donc un rendez-vous qui est prévu demain à 18h30.
500 abonnés du groupe La Dépêche interrogeront le chef de l'État. Le rendez-vous est fixé à 18h30. Cela devrait durer entre 2 heures et 3 heures dans un format qu'apprécie le président de la République, puisque ce sera vraiment un lien direct avec les citoyens, nos abonnés, qui pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent au président de la République. Il devrait y avoir également Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, qui sera présent à Rodez. Et demain, d'ailleurs, nous consacrerons 2 pages à ce rendez-vous, avec normalement une interview de Jean-Paul Delevoye qui nous expliquera un petit peu comment va se dérouler cette soirée et puis tout le calendrier de cette concertation autour de la réforme des retraites. Et puis le chef de l'État apprécie particulièrement la région, visiblement, puisqu'on a appris hier qu'il y aurait un 2e rendez-vous dans la région Occitanie. Il s'agit du Conseil des ministres franco-allemands, et Toulouse a été choisi pour ce rendez-vous qui aura lieu le 16 octobre prochain. Ça sera en fait lié aux 50 ans d'Airbus, pour lequel la France et l'Allemagne sont évidemment très impliquées. Eh bien, ça, c'est une information, La Dépêche du Midi, que vous nous révélez ce matin. Un mot, Éric Berger, sur votre une du jour ? Bon, alors en terre de rugby, je ne vais pas tellement vous surprendre en vous disant que nous avons consacré notre une du jour à la Coupe du Monde de rugby et au rendez-vous de ce matin entre la France et les États-Unis, avec ce titre, à la conquête de l'Ouest, qui fait référence évidemment aux Américains, et on espère bien entendu la victoire du 15 de France, on n'en doute pas, donc on sera derrière les Bleus ce matin. Eh bien, merci beaucoup, Éric Berger. Merci, La Dépêche du Midi. C'est à lire, bien sûr, nos partenaires. Et puis, on suivra ce rendez-vous entre Emmanuel Macron et 500 de vos lecteurs. Merci d'avoir été avec nous. Allez, les Bleus, hein, Benoît Calmels. Hein. Oui, tout à fait. Sur les retraites, Thierry Dupont avec vous. Est-ce que finalement, c'est la bonne méthode, Emmanuel Macron ? C'est une méthode qui a fait ses preuves pendant le grand débat. Il la réitère ou pas ? Ça, on a le sentiment que ça lui manquait un petit peu, ce grand débat. En tout cas, il aime ça, visiblement. Les participants de ce soir, je prévoirais rien pour la soirée, parce que je pense que ça va durer assez tard. Non, il a besoin, Emmanuel Macron, de lancer cette phase de concertation, parce qu'il a besoin de lever les inquiétudes. Elles sont multiples, elles sont parfois alimentées même par je dirais, peut-être pas une cacophonie, mais par une dissonance parfois entre les différents membres du gouvernement. Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait écarté l'âge pivot de départ en retraite, et puis dans une interview récente, Jean-Paul Delevoye disait non, mais finalement c'est pas totalement écarté, c'est encore en débat. Donc tout ça nourrit les inquiétudes, il faut absolument les lever. C'est ce à quoi va s'employer le président de la République. Et à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. On va terminer avec vous, Quentin, et votre revue de la presse quotidienne régionale. Et Quentin, on commence par l'Est républicain. Voilà, l'Est républicain, vous allez le voir, qui consacre sa une au site dangereux Céveso, car au-delà de l'inquiétude des habitants de Rouen et de la Normandie, on le voit, d'autres quotidiens régionaux font des dossiers spéciaux sur les sites dangereux. En total, en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, il y a comme cela 42 sites industriels qui sont répertoriés comme les plus dangereux. Le journal revient par exemple sur l'explosion, vous le savez peut-être pas, Oriane, d'un silo à grains à Port-de-Metz en 1982. Alors ça peut sembler anecdotique, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est une énorme déflagration qui ce jour-là a causé un geyser de feu immense. Et dans les décombres, on a retrouvé comme cela 12 personnes décédées. Et donc, on l'a vu en juillet dernier, les 111 silos à grains de Moselle, de Lorraine au total ont été visités. Il y en a 16% d'entre eux qui n'étaient pas en conformité avec le nettoyage de ces bombes potentielles. Autre sujet, Quentin, la une du Télégramme. Voilà, autre sujet, le Brexit, puisque the clock is ticking, comme diraient les Britanniques. La sortie du Royaume-Uni est prévue pour la fin du mois d'octobre. Et sans accord douanier, comme ça s'annonce a priori, les ports doivent se préparer à un hard Brexit, un Brexit dur. Et donc les ports concernés, on les voit ici par exemple dans l'édition de Lorient, ils s'entraînent. Le Télégramme raconte que les ports travaillent à la frontière intelligente. Ça signifie une frontière où les camions par exemple vont remplir les formulaires pendant la traversée de la Manche. Le tout pour que ce hard Brexit se passe le moins mal possible, on l'imagine, à la fin du mois. C'est un récit à lire
donc dans le Télégramme aujourd'hui. Et en 30 secondes, Quentin, la Nouvelle République. En 30 secondes, ça va être difficile parce qu'il y a deux titres qui sont intéressants. La manifestation des policiers aujourd'hui et effectivement la visite du président du Sénat hier sur la question des maisons de santé. Et on le voit, des maisons de santé qui ne sont pas forcément la réponse à tous les maux de territoire en matière de santé. Eh bien voilà, vous avez réussi en 30 secondes. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de presse. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Cet après-midi, ne manquez pas la nouvelle formule des questions d'actualité au gouvernement. Elles auront lieu désormais tous les mercredis à 15h. C'est à suivre en direct, en exclusivité sur Public Sénat dès 14h avec Tam Tranui. Nous on se retrouve demain. Notre invité politique Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté